Les réseaux de neurones artificiels sont en partie inspirés des réseaux de neurones biologiques, ceux qui composent notamment nos cerveaux de primates. Sauf que bien sûr, il y a des différences notables, et même énormément de différences notables. En fait, les biologistes sont très souvent en mode vénère quand on commence à comparer l'un et l'autre. L'une des différences importantes a priori, c'est que les neurones biologiques sont des machines très imparfaites. Il leur arrive de dysfonctionner, alors que les neurones artificiels, a priori et au moins en principe, ils sont capables de ne jamais faillir. Et ça donne l'impression que le réseau de neurones artificiels pourrait surpasser les réseaux de neurones biologiques. À moins que le dysfonctionnement des neurones biologiques soit non pas une faiblesse, mais au contraire, soit une force. Eh bien en fait, oui. L'une des découvertes stupéfiantes de la recherche en intelligence artificielle, c'est qu'il est souhaitable de faire dysfonctionner de temps à autre les neurones artificiels. Mieux encore, introduite en 1993 par Kerlizin et Vallée, l'idée d'ajouter artificiellement des dysfonctionnements des neurones artificiels, aussi appelés drop-out, a été l'une des idées clés de l'article de Geoffrey Hinton et de ses collaborateurs qui, en 2012, allait bouleverser la recherche dans le domaine et annoncer l'avènement du deep learning. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'ajouter des dysfonctionnements dans l'apprentissage de nos machines puisse leur permettre d'être plus performantes? Et est-ce une règle générale? Alors, pour commencer, non, ce n'est pas une règle générale. Si vous écrivez un code, surtout en cryptographie ou pour des systèmes de sécurité, ne faites pas exprès de rajouter des bugs. Et surtout, n'allez pas dire à votre prof que votre copie contient des erreurs parce que Lee de Science for All a dit qu'il est souhaitable d'en créer artificiellement. Non. Dites-lui plutôt d'aller voir lui-même les vidéos de Science for All et de ne pas oublier de lâcher un pouce bleu et de s'abonner. Et la cloche aussi. En général, faire des erreurs dans un programme, ça empêche le programme de bien fonctionner. Mais bizarrement, si vous programmez un réseau de neurones, alors il est en effet souhaitable de créer artificiellement des bugs aléatoires dans le fonctionnement des neurones du réseau. En fait, cette stratégie est même terriblement efficace et aujourd'hui on va essayer de voir pourquoi. En particulier, je vais vous proposer 3 explications de ce succès de dropout qui, toutes 3, ont à voir avec le problème de la surinterprétation dont j'ai parlé dans les épisodes 11 à 18. Souvenez-vous, le problème de la surinterprétation, aussi appelé overfitting, c'est qu'on ne dispose souvent que d'un nombre restreint de données d'entraînement. Or, un algorithme d'apprentissage cherche uniquement à expliquer ces données d'entraînement. Mais alors, en se concentrant uniquement sur ces données, il pourrait identifier des explications qui n'expliquent que ces données et qui pourraient très mal se généraliser à des données autres que les données d'entraînement. Et ça, c'est un phénomène que l'on observe beaucoup en pratique, surtout si le nombre de données n'est pas beaucoup plus grand que le nombre de paramètres de l'apprentissage. Et cette remarque d'ailleurs, elle n'est pas restreinte au machine learning. Du coup, que faire ? Eh bien, on a vu dans l'épisode 13 que pour combattre la surinterprétation, on pouvait simplement chercher à avoir plus de données d'entraînement. Mais supposons que l'on n'ait accès qu'aux données qui ont été collectées pour nous. Eh bien là, au lieu de chercher à collecter plus de données, on pourrait chercher à créer des données à partir de celles que l'on a. Typiquement, si on veut apprendre à reconnaître des chats, à partir d'une image de chat, on peut effectuer de légères rotations, des zooms, des dézooms, des petites modifications de la balance des blancs ou encore effectuer une image miroir de la photo pour ainsi obtenir de nouvelles données dont on peut encore raisonnablement penser qu'il s'agit d'images de chats. On parle alors d'augmentation des données ou data augmentation. Cette technique permet ainsi d'avoir plus de données d'entraînement et de réduire le risque de surinterprétation. Et je vous invite d'ailleurs à l'utiliser vous-même avec des textes que vous lisez. N'hésitez pas à de temps en temps réécrire les textes que vous lisez, au moins dans votre tête, mais en changeant les paramètres a priori non pertinents à l'apprentissage, comme notamment les notations utilisées, ce qui est particulièrement utile pour apprendre les mathématiques, ou encore la connotation des mots utilisés, ce qui est souvent très utile pour éviter de se laisser persuader pour des mauvaises raisons. Eh bien, en un sens, Dropout peut être vu comme une automatisation de ces techniques d'augmentation des données. En effet, les bugs des neurones observables correspondent à apprendre des données légèrement corrompues, et le réseau de neurones doit pouvoir fournir une réponse malgré cette petite corruption des données. De façon plus intrigante encore, les bugs des neurones intermédiaires peuvent correspondre à des déformations plus abstraites de l'image, comme ces histoires de rotation ou de balance des blancs qu'on a imaginées plus tôt. Alors bien sûr, cette remarque est plus intuitive qu'autre chose puisqu'il est très difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans un réseau de neurones, que celui-ci soit artificiel ou biologique. Une autre explication du succès de Dropout vient du fait que les données sont nécessairement que des mesures et qu'en cela, elles sont souvent imparfaites. Typiquement, nos appareils de mesure déforment légèrement les signaux qu'ils mesurent. On dit que les données sont bruitées. Mais alors, nos algorithmes d'apprentissage qui chercheraient à parfaitement expliquer les données brutes auront de bonnes chances d'apprendre la description rigoureuse du bruit plutôt que d'apprendre des données. Ils risquent donc de donner trop d'importance aux aléas de la mesure plutôt qu'à la nature du signal sous-jacent.
Pour éviter de tomber dans le piège de la surinterprétation du bruit, il est alors utile de supposer que les données observées sont en fait des perturbations des vraies données et que ce sont ces vraies données inconnues que l'on cherche vraiment à décrire et à expliquer. Cependant, on voit alors qu'il y a nécessairement une incertitude sur ces vraies données à décrire. En effet, si les données mesurées sont égales aux vraies données plus bruit, alors on peut retrouver les vraies données en calculant données mesurées moins bruit. Alors bien sûr, le bruit demeure inconnu, mais les bruits attendus vont nous permettre d'estimer les valeurs probables des vraies données. Eh bien, Dropout peut être vu comme une manière d'explorer l'ensemble des valeurs possibles des vraies données. Ainsi, plutôt que de chercher à expliquer les données mesurées, notre algorithme d'apprentissage doté de Dropout cherchera à expliquer les vraies données probables, sachant les données mesurées. Notez que ce raisonnement est très proche de la notion d'ensemble d'incertitude de l'épisode 18, dont on a vu par ailleurs qu'elle était isomorphe à ajouter une régularisation, c'est-à-dire une sorte de principe de parcimonie à notre algorithme d'apprentissage. Eh bien, cet isomorphisme montre ainsi qu'étrangement, Dropout n'est pas si différent du rasoir d'Occam qui dit que les modèles plus simples sont plus probables a priori. À isomorphisme près, Dropout peut donc être interprété comme une façon d'implémenter ce rasoir d'Occam. Là encore, cette remarque est intéressante pour la manière de réfléchir de nous autres humains. Quand on est confronté à certaines données, il faut préférer les explications qui restent valides, même si ces données sont en fait erronées. On dit parfois que les explications avancées doivent être robustes, notamment par exemple à la découverte de biais dans les données mesurées. Autrement dit, c'est quand même vraiment cool de sortir des arguments de la forme « il me semble probable que X et alors on a clairement Y », mais de façon intrigante, même si non X, alors Y reste très probable. Ce genre d'argument est vraiment très convaincant pour amener quelqu'un à croire Y. Enfin, il y a une dernière explication du succès de Dropout qui est de loin ma préférée. Souvenez-vous, pour lutter contre la surinterprétation, on pouvait soit appliquer le rasoir d'Occam de l'épisode 18, soit faire grossir toute une forêt de modèles mutuellement incompatibles comme dans l'épisode 17. Oui, parce qu'une forêt de modèles est plus sage que n'importe quel arbre de la forêt. Hashtag proverbe bayésien. En effet, intuitivement, même si un arbre se met à faire n'importe quoi, la forêt dans son ensemble restera robuste. Plus formellement, prendre la moyenne de modèles incompatibles est vraiment l'un des piliers du bayésianisme, on appelle ça la loi des probabilités totales, comme j'en parle très régulièrement dans mon livre. Du coup, plutôt qu'apprendre une fonction calculée par un réseau de neurones, on peut imaginer qu'on dispose en fait d'une forêt dont les arbres s'obtiennent en éliminant aléatoirement une fraction des neurones. La prédiction de la forêt sera alors la moyenne des prédictions des arbres, c'est-à-dire des prédictions faites par le réseau lorsqu'un sous-ensemble aléatoire de neurones est mis hors service. Autrement dit, au moment d'effectuer une prédiction, on prendra bien suffisamment en compte l'avis des différents arbres de la forêt, c'est-à-dire le cas où différents sous-ensembles des neurones bug simultanément. Et cerise sur le gâteau, l'apprentissage de cette forêt de réseaux de neurones est implémenté automatiquement par la descente de gradient stochastique, où chaque pas de gradient stochastique est calculé pour une donnée prise au hasard et un arbre pris au hasard. Autrement dit, Dropout se marie à la perfection avec l'algorithme phare de l'exploration d'un très grand nombre de paramètres guidés par des données. Ainsi, si je récapitule, cette technique toute simple qu'est Dropout, qui consiste tout bêtement à programmer la vulnérabilité passagère des neurones artificiels, est en fait une technique redoutablement efficace pour lutter contre la surinterprétation, puisqu'elle permet à la fois de lutter contre le manque de données d'apprentissage, contre les erreurs des données d'apprentissage, et contre l'apprentissage d'un modèle unique plutôt que l'apprentissage de toute une forêt. Bref, les boulettes des neurones, ce sont en fait des erreurs très intelligentes. La dernière fois, on avait fait l'analogie entre la descente de gradient du machine learning et descendre une pente lorsque l'on est en montagne. On avait vu que ça pouvait poser problème parce que souvent quand on descend selon la pente en montagne, on finit au fond d'un lac plutôt que dans la fosse des Mariannes. Donc dit comme ça, c'est pas forcément problématique, mais bon, en machine learning, ça pose problème. Et vous avez été nombreux à réagir, notamment en dimension, à l'idée de pourquoi pas commencer de façon un petit peu aléatoire pour essayer d'explorer l'espace des paramètres avant de commencer vraiment la descente de gradient. Il y a aussi des idées à base de commencer à différents points initiaux, faire plusieurs descentes de gradient avec différents points initiaux. Donc tout ça, ce sont des techniques qui sont en fait implémentées très souvent dans les algorithmes de machine learning, notamment cette seconde idée qu'on appelle aussi le multistart. De façon équivalente, le multistart, ça revient à commencer avec plusieurs réseaux de neurones initiaux, dont l'initialisation est aléatoire, et ensuite à regarder ce qu'apprennent ces différents réseaux de neurones. Et on peut vouloir du coup garder le meilleur de ces réseaux de neurones après apprentissage, ou peut-être mieux encore, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre la moyenne de ces réseaux de neurones, ce qui aura une touche un peu plus bayésienne.
Ceci étant dit, il faut imaginer que dans les espaces de très grande dimension, le nombre en gros de configurations est vraiment exponentiel dans la dimension. Et du coup, pour avoir un réseau qui va tomber vers le minimum global, il faut vraiment un nombre exponentiel de réseaux de neurones en la dimension. Donc voilà, si on considère des dimensions de 1 milliard, donc si on a 1 milliard de paramètres, eh ben, il faut à peu près 2 puissance 1 milliard de réseaux de neurones initiaux, en ordre de grandeur en tout cas, pour espérer atteindre un minimum global. Autant dire que c'est un peu complètement mort. Donc vraiment, je pense que imaginer qu'on puisse obtenir un minimum global, c'est vraiment pas faisable en très grande dimension lorsqu'on a des problèmes non convexes, comme c'est le cas en pratique pour la plupart des problèmes de machine learning. The Full Metal Atheist demande est-ce qu'il y a une différence entre la descente de gradient, en tout cas telle que programmée dans les réseaux de neurones, et le fait d'avoir une balle qui tombe la pente, qui descend la pente en tombant. En fait, ce sont deux équations très différentes puisque lorsque la balle tombe, en fait, la pente va agir uniquement sur l'accélération de la balle et pas sur sa vitesse directement, alors que la descente de gradient, c'est vraiment sur la vitesse, sur le déplacement. Et donc, une balle, en fait, elle va gagner de l'inertie et elle va, par exemple, elle peut ainsi traverser un lac. Donc voilà, on peut imaginer qu'avec l'inertie, elle peut remonter et traverser le lac. Et en s'inspirant sur cette idée, d'ailleurs, il y a des gens qui ont proposé des variantes de la descente de gradient où pareil, en fait, le gradient va affecter l'accélération du déplacement dans l'espace des paramètres plutôt que la vitesse directement. De façon générale, comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément de recherches sur les différentes variantes qu'on peut faire autour de la descente de gradient. Est-ce qu'on peut pas faire de petites optimisations? Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai pas l'impression, moi personnellement, qu'il y a un truc qui semble vraiment émerger plutôt que les autres. En tout cas, il n'y a pas de très bonne théorie sur quelle est la meilleure descente de gradient possible. Alors peut-être que du coup, il faut un peu plus de recherche dessus, même si je pense qu'il y a déjà eu pas mal de recherches dessus. Et de façon empirique également, j'ai pas l'impression qu'on observe en tout cas une méthode dominée sur les autres. En gros, j'ai l'impression que c'est un peu au cas par cas. Voilà, on fait des simulations, de temps en temps ça marche mieux, de temps en temps ça marche mieux, mais très difficile, je pense, en tout cas à ma connaissance, a priori, de savoir quelle variante de la descente de gradient va être la plus adaptée à un problème donné. Valérian lui mentionne l'algorithme de recuit simulé qui est inspiré de la physique et l'idée du recuit simulé qui est très proche en fait, qui est une variante même on peut dire un cas particulier même des algorithmes par Markov Chain Monte Carlo dont je parle un moment dans mon livre et en particulier de Metropolis Hastings. Je suis désolé de faire un peu de name dropping mais voilà, ce sont différentes idées qui sont assez similaires et à chaque fois l'idée de ces méthodes c'est d'avoir une exploration des paramètres où on peut s'autoriser des pas qui sont pas productifs d'une certaine manière, des pas qui nous font remonter et de temps en temps en fait on va même avoir des phases où on va s'autoriser pas mal de ces pas, de ces mauvais pas qui nous font remonter la pente, histoire d'avoir un petit peu d'exploration et puis de temps en temps on va vraiment vouloir descendre et on va rejeter un peu ces pas qui remontent et on va vraiment essayer de descendre. Ça finalement c'est quelque chose que l'on voit aussi apparaître dans la descente de gradient stochastique où là le côté aléatoire, possible remontée de la pente, vient du fait que la super boussole dont on dispose donne des directions qui sont un peu aléatoires, elles vont globalement dans le sens mais parfois elles nous font un peu remonter la pente et on dit souvent informellement que ce genre de méthodes permettent de sortir des minima locaux. Alors moi personnellement je mettrais pas mal de réserve à ça parce que ça me paraît pas ultra convaincant. Je pense que l'intuition en dimension 1 et en dimension 2 est assez bonne, on voit qu'en dimension 1 ou dimension 2 ça marche, mais j'ai quand même l'impression qu'en très grande dimension il se passe beaucoup de choses qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus sophistiquées. En particulier, voilà, un truc qu'on observe assez empiriquement, c'est que ces méthodes, notamment de Metropolis Hastings, on met beaucoup plus de temps à converger parce qu'en gros elles font beaucoup de pas inutiles ou de propositions de pas assez peu productives et du coup dans des paysages qui sont vraiment très grands et très longs à explorer d'une certaine manière, il me semble qu'avoir une boussole de descente de gradient est déjà largement une très bonne idée quoi. Qu'elle soit un peu stochastique en plus peut-être peut aider mais je mettrai pas ma main à couper là-dessus. Je pense que la descente de gradient stochastique est vraiment intéressante dans le sens où elle est adaptée à l'algorithme de rétropropagation notamment et en plus elle a la chance d'être adaptée à ces idées de dropout. Donc je dirais plus que c'est ça le côté vraiment avantageux d'avoir ces descentes qui ne sont pas exactement de gradient et qui ont un côté un peu aléatoire. Et il y a une autre raison pour laquelle le côté stochastique est intéressant, c'est que ça empêche la convergence vers un unique modèle et ça force à explorer un petit peu différents modèles. Et si à ce moment-là on regarde les prédictions du réseau de neurones lorsque l'on moyenne par rapport à ces différentes variations des paramètres du modèle, là on obtient un truc un peu plus bayésien.
Et je pense que c'est plutôt ces idées qui font que l'idée de gradient stochastique est meilleure que descente de gradient. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu par l'idée, mais peut-être que voilà, si vous avez des références à suggérer, ça m'intéresserait de savoir si en grande dimension, dans des paysages non convexes, le fait d'avoir un truc qui n'est pas vraiment une descente de gradient permet vraiment d'avoir un meilleur algorithme d'apprentissage. Moi personnellement pour l'instant je ne suis pas convaincu, mais j'admets tout à fait aussi l'étendue de mon ignorance et si vous avez des trucs intéressants à proposer, je serais ravi de les lire. Ça me permet aussi de rebondir sur une histoire que j'ai l'impression d'avoir mal expliquée, j'ai pas été très convaincant en tout cas la dernière fois sur le fait qu'en très grande dimension, lorsqu'on a un point sel, on a de très bonnes chances de rester bloqué sur ce point sel, surtout si 99% des directions, plus exactement des espaces propres de la matrice hessienne, si 99% de ces directions vont vers le haut, c'est-à-dire correspondent à une ligne de crête plutôt que une ligne de creux. Si 99% de cette direction correspondent en gros à des mauvaises directions, en fait on a de très bonnes chances de rester bloqué sur ce point. Et un argument qui serait plus convaincant pour voir ça, c'est imaginer que lorsqu'on prend une direction aléatoire, ça va correspondre à une combinaison linéaire des différentes directions. Et du coup on peut imaginer que la contribution de chaque direction correspond à une variable aléatoire, disons entre -1 et 1, disons que les valeurs propres de la matrice hessienne ne sont pas très différents les uns des autres. Et le truc c'est qu'il y a beaucoup plus de ces directions qui sont des lignes de crête, c'est-à-dire si les valeurs propres de la matrice sont plus souvent positives que négatives, en fait ça fait une somme dont on sait que l'espérance est strictement positive et du coup la probabilité d'avoir un truc négatif lorsqu'on a une somme de beaucoup de variables aléatoires qui ont tendance à être plutôt positives va typiquement être exponentiellement faible en le nombre de variables aléatoires, c'est-à-dire en la dimension de l'espace. Bref, tout ça pour dire que si 99% des directions correspondent à des lignes de crête, alors en grande dimension, on a une probabilité exponentiellement faible de réussir à trouver une direction qui correspond à redescendre de ce col. Et ça me fait dire qu'en très grande dimension, la plupart des points sel sont des points sur lesquels on risque fort d'être coincé et d'où il est très improbable de réussir à échapper. Bref, de façon plus générale, il faut bien voir que cette analogie avec la topographie a cette limite en cela que la topographie que l'on connaît en tout cas, c'est une topographie de dimension 2 qui a des propriétés très différentes des espaces de très grande dimension comme on en a déjà parlé avec AlGG. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À partir de la prochaine fois, on va parler de différentes architectures de réseaux de neurones. En particulier, les données que l'on étudie avec les réseaux de neurones ne sont pas arbitraires, elles ont souvent des propriétés. Et du coup, à cause des propriétés que l'on connaît des données observées, il peut être adéquat d'ajuster l'architecture du réseau de neurones pour qu'elle soit un petit peu optimisée pour les symétries naturelles notamment des données que l'on cherche à étudier et c'est ce dont on parlera dans les 4 prochaines vidéos. En particulier la prochaine fois on va parler des réseaux de neurones récurrents. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à Tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Des fois dans la vie on rate des trucs et des fois on fait des choses qui devraient très bien fonctionner mais qui foirent sans qu'on comprenne forcément pourquoi. Ça arrive plus ou moins souvent, c'est plus ou moins grave, mais de toute façon, il faut apprendre à faire avec. Now I want to describe an efficient way to average a large number of neural nets that gives us an alternative to doing the correct Bayesian thing. The alternative probably doesn't work quite as well as doing the correct Bayesian thing, but it's much more practical.